Pues muy buenos días. Bonjour à tous et à toutes. Il est un grand plaisir de donner la bienvenue à ce début de cette journée, le colloque national de l'archipel critique. Cela a été des journées très spéciales pour plusieurs raisons, y compris le fait que nous sommes en train de visiter quelques points d'origine concernant le 17e studio en études critiques et l'archipel ensuite. Donc, il ne serait pas possible de fêter cette occasion sans la présence de Vren Vavkar. Euh, Plusieurs d'entre vous le connaissent d'une manière ou d'une autre. Donc, Monsieur Evgen, c'est un plaisir de vous avoir ici dans cette table ronde aujourd'hui. La historia del Alors, l'histoire avec Evgen est une histoire qui date de très longtemps, une histoire très complexe qui se fait de beaucoup de composants dans cette puzzle. J'ai communiqué avec lui, je me souviens bien, dans l'année 81, en utilisant ce que nous avions à l'époque comme Internet. J'ai appris à propos de ces travaux dans une publication qui a été publiée dans le magazine espagnol El Paciente, dont l'éditeur était Jacobo Ciruela à l'époque. Euh, il y a un an à peu près, nous avons eu l'occasion de le savoir à partager la même séance de travail avec ces deux individus, avec Rodrigo Fernandez de Gortari en tête. Donc, nous rigolons avec ces blagues de piétons avec beaucoup d'effets. C'est-à-dire, lorsque les éditions qui sont en circulation, non seulement nous avons des contenus en vue, mais ces contenus présentent des défauts également, des défauts comme tout comme des effets que j'ai eus d'abord et dans une séquence de projets que j'avais commencé à démarrer, ensuite appuyer une fois que lui et moi, nous avons entamé une relation. Donc, c'est une histoire pues mágica o qui est près de la magie, près de la télépathie parfois. J'ai lui écrit après m'avoir procuré les données, les coordonnées de la part d'un professionnel de la bibliothèque en Hollande. Il m'avait dit très aimablement qu'il était passé par l'Hollande, qui restait avec le contact de Evgen. Je l'ai appelé et ensuite nous nous sommes rencontrés. Vous allez bientôt savoir faire connaissance avec lui. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai entamé un changement sur mon chemin et il m'a beaucoup marqué. Et sans lui, beaucoup de choses chez moi ne seront pas le même. Sans lui, sans son influence et l'importance des travaux que lui, il a pu développer, que nous avons pu développer ensemble.
Donc, il serait très compliqué de continuer de parler et d'aborder le sujet en profondissant sur le sujet. Donc, j'ai publié une histoire, on va l'appeler comme ça, une sorte de chronologie concernant la photographie faite par des aveugles au Mexique. C'est une histoire qui surprend lorsque nous y jetons un coup d'œil. Pourquoi? Parce que au début, lorsque nous avons commencé, il n'y avait que le travail de la part d'Evgen et quelques autres références supplémentaires. Moi, j'ai commencé à connaître ce sujet à travers un film australien qui s'appelait L'épreuve. Il y avait d'autres références et c'est une thématique que j'ai partagée avec Mario Bellatin dans les premières années parce que il s'avait aussi intéressé sur un autre photographe aveugle. Et ce que je tiens à faire maintenant, c'est de vous donner une petite séquence qui qui a la photographie aveugle comme cœur. Et bon, par là, je fais référence à Evgen, non seulement parce qu'il a été le pionnier de ce type d'art et de ce genre de méthodologie et de cette perspective, je pense qu'il y a une épistémie, une éthique, une déontologie, une approche qui est extraordinaire, une portée extraordinaire que nous sommes toujours en train de découvrir. Donc, il s'est occupé du fait de créer pendant ce long parcours de production ce travail. Et donc, heureusement, il a remporté des reconnaissances pour la valeur publique de ses travaux. Il est membre de l'Académie de la Slovénie. Il a été nommé en tant que chevalier par la France. Et en plus de tout ça, il a su être présent dans plusieurs domaines, dans le domaine éditorial, culturel, bon, et j'en passe parce qu'il y en a beaucoup. Et moi, je dirais aussi qu'il a été le premier docteur honoris causa en 2010. C'est une occasion mémorable. Il nous a honoré avec un discours extraordinaire qui a été mis en ligne dans notre plateforme éditoriale. Il expliquait pourquoi il avait été nommé avec une telle extension, non seulement sur le plan personnel, mais au nom de toute la communauté aveugle de l'histoire. Et bien. Il a aussi un côté drôle parce qu'en Slovénie, son pays d'origine, ils se sont inquiétés par cette dénomination de docteur honoris causa au Mexique et par la suite, un an après, ils lui ont donné un deuxième doctorat honoris causa en Slovénie pour se rattraper, quoi. Donc, ça, c'était très drôle, très satisfaisant pour tout le monde. Donc, ce que je tiens à reconstituer comme à façon d'introduction, c'est une vision avec une capacité de synthèse que Evgen nous a donnée. C'est que j'étais toujours surpris par le fait qu'il avait une capacité à remettre en lumière un cumul de pensées, de perspectives critiques sur plein de choses. Il était une machine à générer des perspectives critiques et analytiques
avec un énorme potentiel. Donc, ceci a été présenté de façon très succincte et économique possible sur l'acte, parce que c'était une production photographique, c'était à la fois une synthèse photographique, une production photographique d'un point de vue de son propre cécité, de sa propre cécité. Donc, ce qui était extraordinaire, c'était la façon dans laquelle il a su approfondir, il a su jouer avec tout ça et il a su aller au-delà sur le plan philosophique, sur le plan esthétique, sur le plan performant et plein d'autres instances sur le côté humoristique, le côté ludique, des entretiens insolites avec la presse, dans des films également. Et donc, je pense que je tiens à souligner le fait qu'il y a une capacité de création. Voilà tout. Et parce que là, je pense que cette capacité de création va bien au-delà d'un simple ouvrage, même avec l'importance de son ouvrage et le poids de son ouvrage. Je pense tout de même que ce qu'il nous offre, c'est un discours. Bon, je pense que ça s'approche de la façon sur comment je me suis mis à comprendre ce que nous avons fait en 2017, non seulement en l'intérêt de l'institution, mais en tant qu'archipel, en tant que société. Ce serait un discours également qu'il a eu une première référence, un premier menteur, on va dire. C'est Zevgen. Pourquoi? Parce que, bon, une chose était de penser sur le plan théorique dans la psychanalyse, et une autre chose était de constater la magie créatrice insolite avec un tel discours qui pourrait jouer sur plusieurs horizons et plusieurs destins. Donc, une chose que j'aime bien répéter à propos de lui, c'est qu'il a été décrit comme le quatrième concevoir inventeur de la photographie. Donc, nous connaissons Lipsé, Daguerre, nous connaissons à propos de ces trois sources originatrices en photographique avec Fox Talbot et Daguerre. Oui, cependant, ils sont tous des inventeurs. Ils ont su concevoir la photo d'un point de vue des voyants. Mais oui, ils savent s'exprimer en tant qu'art visible qui a été produit à partir des yeux. Et tout ce que vient avec la proposition de Guen, c'est de revisiter le domaine de la photographie, le domaine des images, à partir d'un point de vue négatif de ses propres jeux. Il a perdu ses yeux après deux accidents à une tendre jeunesse. L'un d'entre eux avec une mine abandonnée pendant la Seconde Guerre mondiale, comme il a bien expliqué, il est un blessé de guerre, même si il est né après la Seconde Guerre mondiale. Et je peux bien l'imaginer en tant qu'enfant, en rencontrant une mine. Il a décidé de
de frapper cet artefact pour voir ce qui s'est passé. Donc, voilà comment je l'imagine. Et ce que je tiens à souligner, c'est que son activité en photographie a bien commencé après le commencement de sa société. Il n'y a pas eu de transition entre la photo voyante et la photo aveugle, ce qui sont des expériences complètement éloignées de celles d'Evgen. Donc, je pense également à cette histoire à propos de ce moment extraordinaire lorsqu'il avait 16 ans et lorsqu'il a pris une photo déjà aveugle d'une fille qui lui plaisait. Donc, il y a une sorte de révélation libidineuse, une construction symbolique que je pense que beaucoup de personnes ont su se refléter. Et je pense que là, il y a une séquence qui expérimente une sorte et je le dis que en tant que critique d'exposé en art dans la radio française, il avait une bourse pour faire des études en esthétique sur le point de vue philosophique. Et donc, il commence son chemin en France. Par la suite, il y avait un club de jazz, les 107, et son propriétaire qui lui avait invité à monter une exposé qui est devenue très remarquable. Et donc, par la suite, l'année qui suit, Jean-Claude Lemonnier est l'un des plus grands connaisseurs en photo, le directeur de la Bibliothèque nationale en France, a nommé Evgen en tant que photographe officiel pour le mois de la photographie en 1988. Et donc, ceci lui fait exploser en Europe et lui fait cartonner avec des travaux au niveau international sur le Brésil. Et bon, à propos de ça, nous avons des amis brésiliennes. Edson et Lida, je vous salue très chaleureusement parce que là, nous avons partagé ce chemin simultané dans ces travaux. Je tiens à mentionner Adalto Novaes, la personne qui a exporté Evgen dans le Brésil. Et je lui fais référence parce que c'est un philosophe, même si je n'avais jamais rencontré une personne de laquelle j'ai beaucoup appris. Il a mené une série d'événements philosophiques performatifs, y compris la présence d'Evgen au Brésil. Donc, oui, tout ça pour vous dire que Evgen est un archipel critique en soi-même, notamment avec la présence de beaucoup de personnes qui sont tombées amoureux des propositions, des propos, des actions. Et bon, pour ne pas m'étendre davantage, je tiens à mettre l'accent sur la machine génératrice et d'une certaine perspective, d'une certaine mise en relation, d'un certain point de vue à partir duquel nous pouvons jeter un nouveau coup d'œil, toujours marqué
par cette voie négative. Donc, peut-être que c'est à partir de cela que notre dénomination, pardon, sur ce domaine est considérée comme liée à la transcendance, à cette question du sacré, qui peut être écrite dans plusieurs lexiques. C'est bien, Özgen apprécie beaucoup l'orthodoxie grecque à cause de ce côté négatif concernant la façon de fonctionner, d'articuler leurs relations avec les spirituels. Donc, ceci m'a mené à l'origine à collaborer avec des aveugles dans l'école des dessin où j'ai travaillé auparavant. Et donc, nous avions pu, il a pu nous rendre visite et il s'est rendu au Mexique pour la première fois dans l'année 2000. Et nous avons mené une première rencontre concernant cette thématique dans l'année 1999. Et à partir de ça, nous avons eu beaucoup de dérivations. Et à partir de son travail, l'Institut a pris la topologie initiale. Lorsque je reprendrai la question, qu'est le 17? Bon, le 17 est un photographe aveugle et si vous ne le connaissez pas, il faut vraiment consulter le travail d'Evgen. Après, Beatriz Miranda qui venait d'étudier, qui venait de faire des études en handicap parce que je n'avais pas besoin que cette machine active se coincée sur une compréhension limitée concernant le centre d'études sur le handicap. Mais bon, tout ça avec Béatrice et lui, nous avons créé une proposition avec une quatrième voie pour le handicap. Mais la voie négative, c'est Evgen Vachar. Donc, il y avait des lignes pointillées pour s'approcher du handicap, n'ayant pas un rapport avec le côté artistique, scientifique, religieux, mais en prenant la figure d'un photographe aveugle en tant que méthode pour repenser la capacité interpellatrice du handicap, c'est-à-dire le corps handicapé, pas pour être normalisé ou réintégré ou sublimé, mais en tant que corps dont la valeur est une capacité d'interpellation de toute et n'importe quelle information sociale, culturelle que nous savons, ce sont des figures réceptives. Le travail C17 s'est concentré sur la vérification des conséquences de cette machine génératrice dans le domaine de la pédagogie, de l'édition, de la stratégie institutionnelle, et tout domaine où nous avons mis ça à l'épreuve. Bah oui, nous travaillons sur des thématiques environnementales, urbanistiques, etc. On l'air si peu critique que ce nous pourrait être conçu en tant que laboratoire de l'invisible. Pourquoi? Parce que nous avons su partager avec Evgen qui a inventé l'idée du laboratoire de l'invisible, un nom qui a été pris par l'expert sur le sujet au Mexique.
Là, à l'instant, je pourrais également dire que l'archipel critique est un laboratoire de l'invisible. Il sera un laboratoire de l'invisible ou il ne sera pas. Donc, et je pense que c'est ça que l'Archière nous a donné comme cadeau, comme un don et comme une méthode. Donc, ce que je tiens à vous transmettre avec sa présence, c'est quelque chose lié à la compréhension de cette machine génératrice, ce discours générateur qui lui appartient, afin de comprendre pourquoi l'archipel critique est un laboratoire de l'invisible où il ne sera pas, bien sûr, d'un côté narratif. Donc, nous pourrons parler du côté négatif. Peut-être même ça, on pourrait le remettre en question. Donc, ensuite, l'institut éditorial. Et en plus de tous ces travaux que nous avons menés lors de cette recherche et l'étendue de la machine génératrice, lors des recherches qui s'est intensifiée de façon très puissante pendant les dernières années, nous avons su travailler très fortement de la part de l'archipel sans relâche pendant plus de 20 ans. Et même, je pourrais parler de 25 ans ou un peu plus, c'est-à-dire c'est la période où je me suis mis en contact avec l'objectif de la photographie aveugle et avec Eugène. Donc, je veux finir en vous disant que nous nous trouvons dans un moment où nous sommes en train de penser aux plateformes de réseaux sociaux que nous avons su concevoir ensemble. C'est un ensemble collaborateur social et économique. Le switch critique, donc nous voulons que l'ensemble de cette structure publique qui ne fait plus partie de nos tâches en interne de notre organisation, non, parce que cela ne nous appartient plus. Ceci est devenu du domaine public et donc j'espère que nous pourrions savoir une approche pour résoudre les difficultés auxquelles nous faisons face sur les plans social, académique, etc., en Amérique latine, tout en donnant un soutien social, matériel à plusieurs initiatives. Et donc, la chose principale que je veux vous transmettre, c'est que le noyau de ces propositions est un cœur qui bat dans le négatif. Donc, oui, Monsieur Evgen, ceci reste ton cœur à toi. Ce cœur qui va dans tous ces projets. Et donc, je pense que c'est un défi encore plus difficile de maintenir la déontologie et la précision de façon à ce que cette affirmation puisse être soutenue et pas que ça adorne en tant que métaphore. Donc, ce que nous voulons faire, c'est d'essayer de se mettre en relation sociale entre nous, mais avec une question sociale qui va transiter le côté négatif d'une belle façon dont Evgen nous a su apprendre à la regarder et à la comprendre.
Maintenant, je vais vous montrer très brièvement, parce que j'ai fini avec mes propos, donc quelques artefacts et quelques images pour que ceux et celles qui ne sont pas, qui ne connaissent pas le travail de Vgen puissent vraiment vous inviter à en savoir davantage. Cher Evgen, maintenant sur l'écran, je suis en train de montrer la première fois que vous avez fait la presse au Mexique. Ensuite, Evgen est apparu à plusieurs reprises, car l'exposé que nous avons eu en 99 a fait la tournée du pays de façon insolite et avec beaucoup d'intérêt qui s'est suscité. Cette image, dont le nom, je ne me souviens pas, le nom du film, je ne me souviens pas, c'est une image qui est contournée par des bougies. Et donc, c'était une invitation, une image que nous avons utilisée en tant qu'invitation pour cet exposé à l'ouverture. Donc, cher photographe aveugle, cela s'appelait comme ça. Donc, on va plasmer en image sa femme aimée, son point de départ, daté du 11 août 1999. La note est faite par Merrick McMasters, avec qui hier j'ai parlé. Merrick McMasters nous a accompagnés dans ces projets, dans ces thématiques avec sa malice et sa précision journalistique. Donc, ici, par la suite, je vous montre l'unicornia. Ici, c'est très curieux en fait parce que c'est le numéro 17. Et le numéro 17 de l'unicornia qui a fait le magazine. Cela était l'édition qui a reçu le travail d'Evgen. C'était une édition extraordinaire déjà destinée à porter sur la cécité dans la photographie. Quand je suis allé leur proposer cet exposé, ils étaient déjà en train de préparer cette édition avec Poncho Morales, Patricia Molac, et ils avaient cette idée de génie de bon, d'avoir ces thématiques sur ces pages. Donc, c'était par hasard, en fait, que je suis allé leur proposer cet exposé d'Evgen. Donc, oui, ça a tombé bien. Et ça a bien tombé parce que nous avons su publier un catalogue complet de cet exposé. Voilà ce que je vous montre à l'instant. Ici, nous avons la signature d'Evgen. Et j'appartiens à une génération malheureuse après la Seconde Guerre mondiale qui a perdu presque tous les idéaux. En Eslovénie, j'ai connu le communisme. Nous sommes nous ont fait obliger à croire à ces idéaux parce qu'il n'y avait pas d'autre chose. À Paris, j'ai appris à réflexionner davantage sur moi-même, réfléchir sur moi-même. J'ai connu la photographie, son mysticisme, voir les choses avec les yeux fermés. J'ai appris à connaître le paysage à travers les poètes. Le progrès m'a enlevé la vue et m'a donné en essence l'appareil photo. Ouais. Ceci me touche tellement, je suis très ému. O sea, ¿qué frase? Bon, c'est une phrase d'une telle beauté. Le progrès m'a enlevé la vue et m'a donné en échange l'appareil photo.
fueron palabras Voilà de esa primera mots entrevista. lors de ce premier entretien. Esta foto lleva Cette photo el nombre La gallina ciega s'appelle de Andrés Gordillo le pôle aveugle, y a tener créé par que explicarnos por qué Evgen. Il va nous expliquer pour son émission radio. y es la sobrina Et donc, c'est la nièce d'Evgen. a quien por cierto acabo de ver porque le estaba ayudando a Je viens de la rencontrer parce qu'elle était, il était en train de lui aider à se connecter à cette séance. Este es un autorretrato Voilà un autoportrait incliné. y entonces este es el pueblo de Eugen. Voilà le village Blokavis, le village natal d'Evgen en Eslovénie. Y bueno, estas dos Et donc, ces deux images, la photo contre le temps et le puits avec des ombres, je les avais remarquées comme des photos emblématiques parce que le centre de tout ça reste dans l'obscurité. Peut-être que ceci la façon la plus succincte de décrire tout ce qui est en jeu dans cette voie négative lors de cette méthode, dans cette machine génératrice dont je vous parle à l'instant. Voilà la maison en carton avec des poupées, la dame au cœur, de petits scénarios battus par Evgen lors du studio, l'obscurité, bien sûr, la page blanche, la page noire. Et ensuite, c'est vue d'ensemble des villes, des thématiques. C'est une façon de travailler que Evgen a beaucoup pratiqué. Nous avons d'autres images par la suite. Nous avons la Simnée, la petite fille qui vend. Ces visions incroyables des arbres qui exudent de la lumière, qui sont très lumineux. Ceci m'a beaucoup touché parce que l'autre accident dont Evgen a été atteint, ou l'a perdu l'autre œil, c'était à cause d'une branche d'arbre. Donc, cette tournée des arbres comprend beaucoup d'images telles que celle-ci que je vous montre à l'instant. Pues como criaturas de luz, ¿no? C'est une sorte de créature qui reste dans la lumière. C'est une sorte de progression. D'un côté, nous avons la mine, et dans un autre côté, nous avons la mine qui est remise en place avec l'appareil photo. Tout comme ça, l'art revient éclatant de lumière. Ici, c'est extraordinaire, c'est le regard de l'eau où il y a des sources lumineuses qui sont décentralisées. Il n'y a plus de point focal central, même pas un point unidirectionnel. Et les oiseaux qui prennent le vol lorsqu'il est il y a du soleil et qui vole en bas lorsqu'il est de nuit, voilà. Donc c'est un travail très caractéristique, ce sont les hirondelles.
Les vues de Venise avec l'obscurité des yeux, les visages. Donc là, on va dire qu'ils soutiennent l'obscurité, les ténèbres. Il parle là de lucidité. Ici, nous avons quelques vues de Naples, de Pompéi. C'est vu d'ensemble des villes. Lorsque Evgen est perdu la vue au fur et à mesure du temps, sa mère a su lui enseigner des images, par exemple, sur le magasin Life, à l'époque, rempli des images du monde, des choses au monde pour nourrir son regard. Paris avec le chat, Paris avec la Tour Eiffel, Ljubljana, la capitale de la Slovénie, Véronique et le canard. Voilà ici sa nièce un peu plus jeune. Le coq avec la montre. Et les dénués, ce qui est un thème qui est fondamental. Le double dénué avec des hirondelles, avec des mangues. Cette perspective de la lumière en tant que toucher et le toucher en tant que lumière, en tant que vue, en tant que regard dans le camp de la cécité. Le personnage Anna Sciulla d'origine allemande, Umberto Eco également. Ces autres visions, perspectives de Quixote, le portrait avec des peintres. Et donc, voilà, ça s'arrête là. Mais oui, je pourrais vous montrer encore plus de matériel à ces propos, mais ce que je veux faire, et bon, d'un côté, je voudrais parler de l'exposé parce que c'est une exposé portant sur l'Internet d'il y a 20 ans. Voilà l'exposé de Evgen avec ces mêmes photos, celle du miroir de rêve. C'est lui que nous avons mené dans 1999, Notre-Dame, etc. Vous avez beaucoup de choses à découvrir. Vous pouvez aller sur San Zero de Pedro Meyer pour en savoir davantage. Il a accepté, a accepté de monter l'exposition de Volcher dans sa galerie. C'était la toute première galerie numérique après l'avoir parlé d'Evelyn Glennie, une percussionniste avec un cas de perte de lui très profonde. Nous lui avons donné un second doctorat honoris causa quelques temps par la suite. Voilà, c'est une double histoire. Evelyn Glennie est la percussionniste la plus importante au monde en matière de musique classique. C'est une percussionniste qui a engendré un répertoire de percussion dans le circuit de musique de chambre. Et Pedro Meyer, à l'époque, il se trouvait épousé à Trisha Sif, une autre photographe et réalisatrice très importante, une chère amie dont la mère avait aidé Evgin, la mère d'Evgin à entrer à l'école des musiciens en Royaume-Uni
Royaume-Uni. Donc, c'est une référence très prête. Et c'était juste à partir de cette référence à Evelyn Glennie que j'ai commencé à entamer une conversation dans un effort pour lui convaincre que le photographe aveugle n'était pas une arnaque, quoi, mais une réalité qui se passait. Et donc, j'ai aussi invité Evelyn Glennie, qui est une chère amie chez nous, à partager un dialogue avec Evgen. Et j'ai toujours eu le désir, la volonté de leur présenter, mais elle n'a pas pu s'y rendre avec nous aujourd'hui parce qu'il avait des engagements, des concerts, etc. Mais elle est restée très intéressée. Donc, je vous promets d'organiser une conversation publique pour présenter Ephraim Wafcher et Evelyn. Ceci est une sorte de séquence si l'on voyait deux géants qui se sont autour d'une tasse de thé, quoi. Bueno, les quiero compartir por último, ya para Enfin, juste pour passer avec Evgen, juste pour terminer, ici pour moi, j'ai une séquence que nous avons publiée sur Editorial Lisette. Ce sont des images que je tiens beaucoup à cœur. Voilà, nous avons une machine à écrire de braille avec des notes musicales. C'est une relation complexe entre l'écriture, la parole, le sens, l'image, le toucher, la lumière. Voilà la première série en couleur travaillée par Evgen. J'ai tenu à vous partager ça parce que cette virage vers la couleur était très important pour plusieurs années à avoir travaillé en blanc et noir. Donc, nous avions Saint Lucie avec une relation très proche envers la cécité. Sur la série Regard de l'enfance, Objet travaille beaucoup sur des séries. Les regards de Narcisse, les souvenirs de l'enfance. Evgen qui regarde une photo de lui-même lorsqu'il voyait encore. L'astronomie du désir, la nostalgie des étoiles. De la série Castillos de La série Château de Slovénie, la vie de Cavalier, l'autoportrait, de la série le berceau de Braille, le punçon avec lequel nous écrivons du Braille. Ivan Sankar, écrivain de l'âme slovène, les souvenirs de l'enfance. Tout ça est en ligne sur notre portail. Voilà, c'est époustouflant, vraiment. C'est ici, Evgen connaissait Paolo Piccinato, un cher ami à nous, avec qui ils ont visité l'ancienne maison d'Atousset à Paris. La navigation vers l'infini. Voilà, ce sont des travaux à analyser, à y réfléchir jusqu'à l'infini. Evgen, encore une fois, face à son propre image. Le studio d'Althusser.
Evgen s'est rendu au séminaire de Lacan. Il a reçu la recommandation de la main de Derrida lui-même pour commencer à être un chercheur dans l'Institut pour la recherche scientifique en France. L'une des choses les plus drôles que peut faire Evgen, c'est d'imiter Lacan lors des séminaires. Et bien sûr, c'est juste délicieux de pouvoir voir ce côté aussi singulier et extraordinaire. Le paysage de la Slovénie, le paysage encore de la Slovénie, et plus de paysages de la Slovénie. D'autres images portant sur le même sujet. Je pense que je vais m'arrêter là avec ce paysage de la Slovénie, que c'est mon préféré. La Voie lactée, avec cette fleuve en haut, avec cette résidu de lumière dans le ciel. Donc, cher Evgen, comme ça, je veux finir mon moment de bienvenue. Et donc, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole pour ensuite passer à une conversation. Oui, je veux justement dire quelques mots au sujet de tout ça que vous venez de dire. C'est que moi, j'ai rencontré Benjamin Mayer déjà avant, en quelque sorte. Je l'ai rencontré lorsque j'ai fait un travail sur Erich Fromm et j'ai appris que le Mexique, c'était l'exil des philosophes qui n'ont pas trouvé la place ni en Europe ni aux États-Unis. Et cet exil, heureusement que je l'ai rencontré à travers Benjamin Mayer et son Institut des études critiques. Ce sont aussi des études en exil parce que c'était comme une chance pour moi de rencontrer un phare dans cet océan obscur de non-compréhension de la vie des aveugles, n'est-ce pas? Des aveugles en général, mais aussi des artistes en particulier. Et là, Mexique, c'était pour moi comme un phare vers lequel j'ai pu naviguer à travers l'Atlantique, à travers cette chose qui m'a conduit, n'est-ce pas? Et c'est pas du tout un hasard que j'ai rencontré Benjamin Mayer, parce que depuis très longtemps, je me suis intéressé à la pensée critique de l'école de Francfort et aussi à une réflexion autre, différente, aussi une réflexion autre et différente sur le plan des handicapés. Parce que comme handicapé, je ne suis pas quelqu'un de parfait, mais il n'y a pas de perfection dans ce monde. On est tous imparfaits en quelque sorte. Seulement, l'Institut des études critiques s'est rendu compte que cette imperfection, c'est-à-dire la réflexion sur l'imperfection, peut être beaucoup plus humain que les théories d'habitude, parce qu'aujourd'hui on parle d'inclusion, n'est-ce pas? D'inclusion, c'est-à-dire que nous étions des aveugles à travers l'histoire dans un long asile, dans un espace extérieur à la société. Même si nous avons été dans la société, c'est le grand paradoxe. Et du fait que l'Institut des études critiques porte le nom 17 comme numéro de l'avenue où s'est installé en exil l'école de Francfort, il y avait une tendance vers une pensée autre, celle-là qui ne présente pas
des clichés de la pensée qui radote, qui se répète elle-même, mais qui veut voir une chose différente, qui donne la parole aussi aux gens qui, jusqu'à présent, n'ont pas eu le droit à la parole, c'est-à-dire les handicapés. Donner la parole, ça veut dire aussi transposer d'une façon complètement nouvelle aussi le discours psychanalytique, n'est-ce pas, comme l'écoute de la parole de l'autre, et dans ce cas-là, comme écoute de la parole de l'autre, c'est-à-dire de notre voisin handicapé, de notre frère handicapé, de notre semblable handicapé. Et je pense souvent à la très belle phrase de Borges qui dit La ceguera non es la tiniebla, ma una forma de solidaridad. Donc, la cécité n'est pas l'obscurité, mais une forme de solitude. Et pendant des siècles, des modèles absolus du regard de l'autre, nous avons supporté calmement et stoïquement à travers des siècles. Il a fallu beaucoup de temps pour que l'appareil photo, c'est-à-dire la possibilité de rendre aussi le regard de l'autre lorsqu'il nous pose la question « Comment suis-je ?» Et je ne réponds pas à cette question-là, mais je prends l'appareil et je le photographie, n'est-ce pas? C'est une réponse technologique en quelque sorte, mais qui nous a permis, après des siècles, de répondre à un regard mieux, à un regard qui nous n'avons pas pu répondre pendant des siècles. Et maintenant, nous avons cette possibilité. Rendre l'image à l'autre, c'est-à-dire aussi dialoguer, entrer dans le dialogue. Jusqu'à présent, sur le plan visuel, cela n'était pas possible. C'est pour ça que pour le moment, je travaille beaucoup sur l'accessibilité des œuvres d'art, sur l'accessibilité du cinéma, sur l'accessibilité des musées pour les aveugles, sur le plan mondial, notamment beaucoup en Italie et en France. Le contact avec l'Institut des études critiques au Mexique m'a permis de trouver les gens susceptibles, de rencontrer les gens susceptibles. Et pour moi, c'était aussi mon premier voyage vers l'Amérique, c'était Mexique. Après, grâce à des amis comme Adalto Novaes au Brésil et Elida Edson, j'ai pu rencontrer aussi le Brésil et aussi donner quelques conférences et avoir des expositions. Ce qui est fondamental, c'est que du côté où se couche le soleil est née une nouvelle lumière de la réflexion sur l'handicap, sur la cécité. Et je pense souvent à la métaphore des tournesols. J'ai fait toute une série de photos tournesols. Pourquoi ça? C'est un peu mon hommage au Mexique, parce que les tournesols ne sont pas les fleurs qui soient nées en Europe, mais sont nées au Mexique. Et je dis dans un texte, ces tournesols ont le réflexe conditionné des garçons qui ont subi sacrifice du cœur, qu'ils ont donné son cœur pour que la lumière vienne, pour que le soleil revienne le lendemain. Parce que à l'époque des Aztèques, on a eu peur que le soleil soit mangé par les monstres qui étaient les étoiles. Donc, le tournesol, la fleur par Mexique, qui est entrée en Europe, a porté cette réflexe conditionné de se tourner vers le soleil. Et je répète la phrase de Plotine qui a dit « Si l'œil humain n'avait pas quelque chose de solaire, il ne pourrait pas percevoir le soleil. » C'est pour ça que, grâce aux travaux de Benjamin Mal de l'Institut des études critiques, j'ai rencontré de nouveau cette métaphore dans une autre chose, dans une autre perspective beaucoup plus positive, c'est-à-dire aller voir vers le soleil, pour suivre le soleil, pas pour lui donner de cœur, mais aussi pour
l'inviter à revenir le lendemain. Et j'étais très touché comme a été accordé le honoris causa par l'Institut des études de critique parce qu'on m'a fait le cadeau de couteau, la barre, c'est-à-dire le couteau avec lequel on a ouvert à l'époque le thorax des personnes qui ont donné leur cœur pour la lumière. Et je me remercie encore une fois, c'était vraiment un geste très noble. Et même ici, à côté, ce couteau-là que je porte en moi, qui cache beaucoup de soleil et beaucoup d'esprit. Je dois me rappeler aussi un très cher ami, John Berger, qui m'a souvent dit que mes photos lui rappellent les images de Fayoum, c'est-à-dire les images qui étaient faites pour la transcendance. Il y avait justement le peintre et le modèle. Et il dit, tes photos me rappellent tout ça parce qu'elles sont faites aussi, en quelque sorte, pour la transcendance, parce que moi, je ne le verrai jamais. Peut-être que je le verrai seulement au jour du jugement dernier. Et là, tous mes sujets photographiés pourront me critiquer, écoute, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, ils pourront être très critiques. Mais c'est John Berger qui a eu cette idée. Je dois aussi me rappeler les gens qui m'ont beaucoup soutenu, comme Walter Havel de Berlin, comme Michael Gibson, comme Jean-Claude Lemanie, n'est-ce pas, qui a écrit sur moi. Et vraiment, c'est ces personnes-là qui ont donné un sens un peu plus large, plus universel à ce que je fais, c'est-à-dire ils m'ont soutenu dans ma perspective de la nouvelle possibilité de la photo, comme disait Walter Havel, comme quatrième inventaire de la photo, en pensant bien sûr à des constatations comme Kafka qui disait tout ce qui est positif est déjà donné. Donc, toutes les choses qui sont positives sont déjà données, mais il faut trouver le négatif. Et je pense qu'avec ma photo, avec le travail de l'image que je ne possède pas, mais que je le donne à voir, tout en ne possédant pas, n'est-ce pas? C'est une forme d'amour, comme dirait Lacan. Aimer, c'est donner quelque chose qu'on n'a pas à celui qui n'en veut pas. Moi, je ne possède pas les images, mais je les donne, n'est-ce pas? Et c'est aussi une forme de cadeau. Et en même temps, je reçois au retour le dialogue, la parole, qui me décrit, comme tout à l'heure, mes images. Et comme ça, mes images vivent encore plus pour moi parce qu'ils vivent pour les autres. Parce elles entrent dans le dialogue, parfois silencieux, parfois avec la parole. Pour moi, une icône, comme c'est la tradition, c'est une image qu'on voit. N'est-ce pas? C'est la parole qu'on voit. La parole qu'on voit, c'est-à-dire lorsque l'image devient la parole, il m'est accessible. C'est pour ça que l'approche psychanalytique est très importante en ce qui concerne l'image, parce que la parole qu'on voit, c'est vraiment une image qui prend son corps, son volume, à travers la parole. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'image. Il y a dans le cerveau humain, il y a deux hémisphères. Il y a l'hémisphère gauche et droite, c'est-à-dire un est discursif, l'autre est imaginaire, l'image. Et c'est Michael Gibson avec qui j'ai beaucoup collaboré justement sur le plan ces images et il était beaucoup influencé par plusieurs auteurs anglais à ce sujet. Donc, si l'icône est la parole qu'on voit, mes images peuvent aussi devenir paroles. Et je vous remercie, vous tous, et en particulier Benjamin Mayer et l'Institut des études critiques, qui ont donné la voix, qui ont donné la parole au silence infini de mes images, au silence parfois insupportable de mes images. Donc, je remercie et je m'incline devant cette date, 20 ans, qui est extraordinaire et c'est pas seulement une archéologie de savoir, de pensée, de réflexion, mais c'est aussi une
théologie de l'amitié, de la compréhension et du dialogue mutuel à l'égalité dans la complicité la plus profonde. Si je peux conclure cette brève intervention, mais je peux répondre aux questions si on me pose. Donc, je suis très touché de pouvoir célébrer ces 20 ans de la réflexion en exil, de la réflexion dans ce monde souvent unidimensionnel, et c'est une chance de connaître cet exil de la pensée libre au Mexique. Muchas gracias, querido. Merci beaucoup, cher Evgen. Oui, nous avons déjà de nombreux commentaires et je veux les lire dans quelques instants. Je voudrais juste vous poser quelques questions avant de commencer. Ce sont des questions de ma part. Et c'est une question très directe. À cause de ce titre que j'ai osé nommer pour cette rencontre, le photographe aveugle en tant que méthode. Voilà le titre que je lui ai donné. Que pourrez-vous nous dire à ce propos? Est-ce que vous pensez que c'est juste de pouvoir décrire vos travaux comme je l'ai essayé, c'est-à-dire cette séquence comme une construction de méthode? Est-ce que le mot méthode, peut-être que c'est un mot qui est court des significations, mais bon, j'ai également dit que je fais référence à une machine génératrice, à un discours. Nous avons fait référence à un laboratoire de l'invisible que serait une façon de vous décrire ainsi que vos travaux en une sorte de laboratoire invisible sur le chemin live et des déplacements en permanence pour des performances. Diriez-vous que la vie vous a mené à construire ceci et que tout ça a évolué au fil du temps? Voilà ma deuxième question. Quelle a été l'évolution, les cas échéants, sur ce discours que vous avez battu? Comment pourriez-vous la décrire, comme les historiens le disent, de l'école dans la longue durée? Donc, ce sont deux questions. Reconnaissez-vous que votre chemin a été un chemin de construction pour un discours? Et deuxième question, comment alliez-vous décrire l'histoire de ce discours? C'est une excellente question et je remercie beaucoup. Donc, le mot méthode, ça correspond tout à fait à ce que je fais parce que méthode en grec, ça veut dire chemin. Chemin, moi je dirais même cheminement, n'est-ce pas? Donc, plusieurs chemins, mais les chemins pas dans les routes battues, dans les routes connues, mais les chemins qui doivent être nouvelles parce que vous n'avez pas des feux rouges, je n'avais pas les indications sur le chemin, je ne savais pas où ça me mène. Mais quand j'ai commencé à travailler sur la photo, à cette époque, les appareils n'étaient pas faits pour les aveugles. Les appareils photo ne sont pas faits pour les aveugles. C'est seulement un mois de ça que le premier appareil parlant était construit au Japon. Donc, vous voyez quel retard entre un moyen possible pour la photo pour les aveugles et un appareil pas du tout adapté. Donc, je dis créer une possibilité
d'accès, même avec ces appareils qui ne sont pas faits pour les aveugles, on dit dans l'invisible. Parce que ma thèse, c'est que plus s'élargit le monde visible, par la même proportion s'élargit aussi le nombre d'appareils photo qui existent maintenant au monde. Ça existe. Je vais l'essayer probablement la semaine prochaine. Qui parle, donc qui indique tout ce qui est sur l'écran, n'est-ce pas? C'est indiqué, ça parle. Donc, premier appareil, le monde, il y a un mois ou quelque chose ici, lorsque vous n'avez aucune indication qu'est-ce qu'il y aura et tout ça, je suis allé dans le méconnu et heureusement que j'ai étudié la philosophie parce que j'ai dû défendre ma situation de photographe aveugle, plus exactement d'artiste conceptuel, aussi par la philosophie, par le droit à l'image, n'est-ce pas? Et que l'image concerne aussi les aveugles, n'est-ce pas? Que l'image concerne aussi les personnes qui sont exclues du monde, en exil du monde, c'est-à-dire les handicapés visuels, et même avec les choses comme par exemple avec la thèse de Hegel, que la chouette de Minerva ne vole que la nuit, n'est-ce pas? Donc il y a les animaux qui peuvent voler la nuit et il y a aussi des gens qui peuvent regarder la nuit. Donc j'ai dû défendre même par les grands philosophes ma position d'artiste aveugle par rapport à l'image. Par exemple, la caverne de Platon, tout ça, j'ai écrit là-dessus beaucoup de choses. Et je me suis aussi appuyé sur la philosophie d'Ernst Bloch qui disait « Nous sommes toujours dans l'obscurité du moment vécu. Le moment vécu est toujours obscur. Nous ne savons pas nous savons seulement qu'est-ce qu'il y avait avant, mais nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y aura après. Donc, c'est l'obscurité de moment vécu, donc des Augenblick, on dit en allemand. C'est-à-dire que cette question se pose de la méthode, comment faire, se pose tout le temps. Même aujourd'hui, quand j'entame une nouvelle série de photos, il y a toujours cette question-là avec le visuel, avec le monde digital et tout ça, numérique. Cette question se pose beaucoup. Et si la parole sert nous pour voir l'image, c'est-à-dire il faudra inventer une nouvelle forme d'iconographie lorsque l'image va encore plus devenir la parole et pas appauvrie par la parole mais enrichie, c'est-à-dire dans une situation presque psychanalytique entre l'image invisible et la parole qui dit cette image-là. En ce qui concerne le deuxième problème, il faut créer vraiment une archéologie nouvelle vers l'invisible, une archéologie qui va nous montrer à travers même l'histoire d'art, que j'étudie en ce moment beaucoup, n'est-ce pas, l'histoire de la peinture, j'étudie beaucoup de créer tout ce qui était invisible pendant l'histoire de la peinture occidentale, l'histoire de l'icône, tout ce qui est resté invisible, qui n'était pas communiqué, qui n'était pas vu jusqu'à présent, parce qu'il y a toujours les tableaux qui existent ou qui n'existent pas, qui n'étaient jamais vus. Et cela m'intéresse beaucoup, pas seulement comme les images de Fayon, par exemple, sur lesquelles écrit John Berg, n'est-ce pas, qui étaient longtemps invisibles, et même maintenant sont peu visibles parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la vraie parole, la parole la plus authentique qui les expliquera à quelqu'un qui regarde dans le XXIe siècle. Donc, cette question de méthode aussi de chercher vers l'invisible me semble très pertinent et va aussi répondre au problème de cinéma moderne et de la photographie.
parce qu'il y a toujours un visible, mais on est tellement, pour le moment, aveuglé avec énormément d'images du monde qui nous entoure que nous oublions que la question de l'invisible est peut-être fondamentale pour comprendre encore la création qui portera en elle la transcendance comme condition sine qua non de l'existence de l'art moderne. Muchas gracias, Eugen. Merci beaucoup, Evgen. Maintenant, j'ai pensé à un mot que vous aimez bien, c'est-à-dire le mot français éclairage. Je comprends que ça correspondrait à une sorte de éclairage. Donc, l'éclairage de l'arbre qui exude de la lumière nocturne, une lumière négative pour éclairer, mais pas pour mais pas la source luminique. Donc, l'éclairage a un rapport avec la pensée, la parole et le regard. Comme nous l'avons tous constaté, nous ne venons que de toucher le commencement qui a eu une place pendant beaucoup d'années avec beaucoup d'amis. Nous avons beaucoup de conversations que nous avons entamées à ce propos. Donc, maintenant, je veux ouvrir le micro pour d'autres voix qui nous accompagnent aujourd'hui. Ce que je veux faire, donc, c'est de vous lire quelque chose. Bien sûr qu'il y a eu une évolution parce que nous avons eu une évolution de notre conversation. Ici, nous avons Edson et Elida. Depuis le Brésil, ils fêtent autant d'histoires partagées. Saludos que ellos envían a México y celebran esta conversación permanente, que es una conversación que me recuerda. Donc, c'est une conversation qui me fait me souvenir de beaucoup de choses. C'est une ancienne image portant sur les oiseaux qui chantent à l'aube. Il y a une tranchée d'oiseaux qui chantent à l'aube. Ce chant continue de bouger, de faire tourner la planète tout le temps. Donc, je voudrais bien penser à cette conversation, une conversation permanente avec beaucoup de gens. Bueno, yo pensaba en esto que decía Eugen de la imagen que nos regala como un acto de amor. Y pensaba en ese profundo acto de amor que creo yo es una clave para interpretar la alternativa vital, epistémica, ética, social que representa 17 para la teoría crítica. Es como decir, quizá ese acto de amor es lo que le falta a la teoría crítica para poder superar el impasse al que se confronta o con el que se confronta en lo contemporáneo. Sí, me parece un apunte muy importante, Eleonora. En muchos sentidos. Es una proposición que es casi inaudible, porque casi parece
cursi, pero efectivamente eso mismo es muy revelador, ¿no? En función de lo que dices. Y creo que hay algo de lo que hemos aprendido justamente de Eugen que en ese sentido alimenta la perspectiva posuniversitaria, que es una perspectiva que reintroduce la afectividad y, la, digamos, reintroduce, como decía Brownstein, al sujeto, nada menos, en el discurso de la ciencia. O sea, eso es lo que está en juego. La pregunta ¿es posible hacer ciencia como si el sujeto contara para algo? Esa sería otra forma de nombrar ese inmenso desafío. Con todas las consecuencias que la ciencia tiene tecnológicamente y demás, ¿no? Económicamente también, políticamente. Eleonora, si quieres abrimos micrófono mientras para comentarios y demás que tengan las personas que se encuentran en la sala, por favor. Ok, perfecto. Si alguien quiere intervenir, comentar, preguntar, pues adelante. Sobre la pregunta por la categoría discapacidad, desde la potencialidad y productividad estética que entrañan, ¿qué significaría discapacidad en este contexto? Mi punto de vista es que no hay ningún hombre que sea... Vous pouvez parler français, monsieur, si vous voulez. Total no existe. En los handicaps hablamos de esto, que no seamos completos, que no seamos perfectos. Bueno, yo le voy diciendo a Celiner que en 17 hay toda un área de trabajo de discapacidad que coordina Beatriz Miranda y que precisamente se hace la pregunta de la discapacidad como método. Pardon. Ok, là maintenant c'est Benjamin qui parle, il va répondre quelques questions. Edson pose la question. Que comprenez-vous par utopie? Il fait référence au fait que vous avez fait un doctorat concernant Ernst Bloch, l'auteur du principe de l'utopie. Donc, qu'en pensez-vous du mot utopie? Oui, utopie, c'est un problème qui me préoccupe depuis toujours. Mais il y a deux formes d'utopie. Il y a l'utopie abstraite et l'utopie concrète. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'utopie concrète. Qu'est-ce que je peux faire, moi, ici et maintenant, pour que le monde qui est devant moi soit différent, qu'il ne se répète pas cette banalité de toujours la même chose, ça c'est banal, mais qu'il y ait aussi une différence, quelque chose d'autre, différent, das ganz andere, disait l'école de Francfort, c'est-à-dire tout à fait autre, quelque chose de tout à fait autre, d'inédit, comme la création, comme l'œuvre d'art. Et l'utopie, c'est une forme de liberté par rapport au temps. Si nous sommes esclaves du temps, nous sommes encore plus esclaves si nous continuons ce temps-là, qui devient banal, n'est-ce pas? Et nous devrons interrompre ce temps pour entrer dans un nouvel espace temporel qui ne sera pas le même, où il n'y aura pas les mêmes pendules, les mêmes montres, les mêmes mesures du temps. Pour moi, l'utopie concrète, c'est aussi une forme de l'espérance du demain qui est concrète, qui est matérielle, qui se touche, pas l'abstraite, n'est-ce pas? Et dans ce sens, je suis un grand utopiste, n'est-ce pas? Parce que je crois à l'invisible qui est au-delà de l'écart temporel, qui est au-delà de notre à présent, ce que nous vivons en ce moment. Il y a
aussi un moment qui sera différent, qui est autre et qui est le lieu d'une nouvelle espérance. Muchas gracias. Merci beaucoup. Evgen, alors, quelle est la relation entre vos travaux et vos pensées concernant les psychanalyses? C'est-à-dire, je pense que la psychanalyse a apporté quelque chose de nouveau aussi dans la perspective des handicapés. Moi, je souhaiterais seulement que nous, les aveugles, que sommes en position de l'écoute absolue de l'autre, que nous serions par le futur un peu plus présents dans le mouvement psychanalytique mondial. Parce que un psychanalyste, n'est-ce pas, est en position d'aveugle parce qu'il écoute la parole, n'est-ce pas? Il ne regarde pas. Il y a même des psychanalystes qui font ça en semi-obscurité, tout ça. Donc, il faut entendre la parole. Et nous, les aveugles, par la situation naturelle, par notre situation, c'est-à-dire l'absence du regard, nous sommes à l'écoute absolue. Par exemple, moi, j'étais plusieurs fois sollicité de présider une commission pour la radio, pour les radios, pour radiophonie en français, n'est-ce pas, pour les reconnaissances, n'est-ce pas, la Radio-Canada, Suisse, Belgique, la France, parce que le directeur de France Culture pensait que, en tant qu'aveugle, je suis à l'écoute absolue de la radio, n'est-ce pas? Mais je dis que nous sommes aussi à l'écoute absolue de l'autre, parce que nous ne sommes pas gênés par le regard, par le visuel, n'est-ce pas? Et chaque psychanalyse digne de son nom se met un peu en position d'aveugle, c'est-à-dire lorsqu'il essaye de voir les rêves de l'autre, c'est une chose invisible, n'est-ce pas, mais qui lui est transmise par la parole. Donc, c'est une chose qui peut enrichir le mouvement psychanalytique s'il y avait un peu plus d'aveugles dans ce métier avec cette qualité de l'écoute absolue du verbe, c'est-à-dire de la parole de Muchas gracias. Eugen, Evgen, quelle est la différence entre travailler en noir et blanc et travailler en couleur? Oui, c'est la différence, surtout si je travaille en noir et blanc, ce sont peut-être des images un peu moins érotiques que s'ils sont en couleur, n'est-ce pas? Parce que Freud disait que les rêves en couleur sont des rêves érotiques. Je comprends érotique au sens grec du terme, c'est-à-dire Dieu Eros, libre, et il est dans le contact de la proximité absolue du corps humain, par exemple. Avec la couleur, ça signifie qu'on peut sentir la chaleur des couleurs. Et les couleurs, c'est la fréquence, c'est différentes degrés de chaleur. Donc, cette symbiose entre la couleur et le corps, ça veut dire érotique. Donc, c'est plus érotique les photos en couleur que les photos en noir et blanc, qui peuvent être aussi érotiques, mais dans un autre sens. Il y a moins la présence du corps comme le corps comme lieu de désir. Lieu de désir, c'est-à-dire comme proximité absolue de la couleur, donc la proximité absolue de la chaleur du corps de l'autre, n'est-ce pas, qui porte aussi le message du soleil, parce que s'il y a dans le corps la chaleur de 36,5, ça veut dire c'est la chaleur du soleil en absence, n'est-ce pas, pour suivre la logique de Plotinus, n'est-ce pas? Le corps humain a quelque chose de solaire et comme les couleurs sont aussi
les formes de chaleur, différentes formes, aussi, ça porte quelque chose de très important à l'égard du désir de l'autre, du désir de la différence, de la proximité. Nous, les aveugles, nous sommes des héritiers de Dieu parce que nous sommes avec les objets de notre perception dans une âge absolu. Il n'y a pas de distance entre l'objet et le sujet parce que nous sommes dedans, n'est-ce pas? Il y a juste l'obscurité entre nous et l'objet de notre Muchas gracias, Eugen. Merci beaucoup, Eugen. Alors, pensez-vous que la photo, votre photo, est une façon d'arriver aux ténèbres divines dont Dionys Areopagita parlait lors de sa théologie négative? Oui, c'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est une tentative, peut-être désespérée, mais quand même persistante, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire avec la photo? Je veux photographier invisible. Ça, c'est ma base de départ. Je veux photographier Dieu, n'est-ce pas? Comme disait un artiste qui n'a jamais réussi à peindre Dieu, mais il a toujours essayé. Donc, essayer Dieu, c'est aussi quelque chose qui donne un sens à la photographie, n'est-ce pas? Peut-être que je ne vais pas réussir, mais ce n'est pas important. L'important, c'est le chemin, donc méthode, c'est parcours, c'est le cheminement vers l'impossible, vers Dieu comme inaccessibilité absolue, n'est-ce pas? Mais c'est justement pour ça que ça nous attire, n'est-ce pas? Parce que, comme disent plusieurs théologiens, n'est-ce pas? Par exemple, plus qu'on s'approche de l'éternel, de Dieu, plus rapidement elle s'éloigne aussi en même temps, n'est-ce pas? Mais il faut tout de même insister à ça, c'est-à-dire à faire une espèce de proximité possible, pas des obscurités du moment vécu, n'est-ce pas? Nous sommes toujours que les petites ombres sur le temporel du monde, n'est-ce pas, dans le temporel du monde. Et nous voudrons rencontrer cette lumière infinie de la divinité, n'est-ce pas, même dans une perspective théologique ou philosophique, n'est-ce pas. Il faut avoir un certain détachement par rapport au réel, et un certain détachement pour trouver cette transcendance suprême qui est la lumière absolue, donc la divinité. Muchas gracias. Merci beaucoup. Maintenant, Evgen, elle est où la frontière entre le visible et l'invisible? La frontière, c'est dans notre corps, n'est-ce pas? La lumière, c'est dans notre corps. Donc, nous avons le corps, nous sommes nous-mêmes cette frontière-là, n'est-ce pas? Parce que tant que nous vivons, nous avons l'idée d'aller au-delà du visible, vers l'invisible, et s'il n'y avait pas ça, nous n'existerions plus, n'est-ce pas? Notre corps qui est la conscience spirituelle de notre être profond, n'est-ce pas, nous donne cette possibilité d'un regard différent parce que, par exemple, comme le rapport entre la finitude de notre temporel historique, on pense à la Terre et tout ça, et puis quelque chose de l'éternel, quelque chose d'invisible, d'inaccessible, vers lequel nous tendons tous. C'est pas le problème d'une espèce d'eschatologie, mais c'est un problème tout à fait réel. C'est le problème justement de l'utopie, n'est-ce pas? Si pour les Égyptiens, comme dit Ernst Bloch,
il y avait une utopie de la mort, n'est-ce pas? Le sens de l'être égyptien, c'était la mort, n'est-ce pas? Tout était fait pour la mort. Et nous devons ça renverser et faire tout ce qui est possible pour la vie. La vie qui ne s'achève pas avec le corps, mais qui continue avec la mémoire, n'est-ce pas? Et si nous existons dans la mémoire et donc aussi cette ligne de quelque chose qui n'aura bien plus, et puis le futur comme une espérance de l'utopie du monde meilleur, du monde nouvel, n'est-ce pas? Je cite souvent Dostoïevski qui disait Krasota spatiot mieux, c'est-à-dire la beauté sauvera le monde. Mais cette beauté, c'est justement la beauté de l'invisible, la beauté que ce que nous ne connaissons pas encore. C'est aura d'un monde différent et nouveau. Nous ne devons pas nous cantonner dans ce monde de notre temporel parce qu'il y a d'autres générations qui allons nous suivre et auxquelles nous devons préparer la place consciemment avec la conscience du corps, l'esprit comme conscience du corps. Muchas gracias, Eugen. Merci beaucoup, Eugen. Bon, nous nous rapprochons de la fin de cette séance. Maintenant, je veux lire le mot d'Even Rossel. Even vous passe leur bonjour. Elle vous rappelle qu'elle vous a accompagné lors de votre visite au Mexique. Elle vous rappelle qu'elle est fille d'un père aveugle qui était poète, musicien, directeur de la bibliothèque pour les aveugles à Buenos Aires. Et elle se souvient de votre rencontre avec de la luminosité. Elle dit, bon, se tourner vers la perception solaire et lucide, c'est une ouverture métaphorique de vos bras qui est restauratrice dans ces temps de grand handicap. Et nous partageons ces sentiments avec Eve. Et donc, Evgen, je vous invite à faire vos commentaires de clôture. Oui, c'est-à-dire que ce qui est très important, c'est que il nous reste toujours le désir, même si nous pensons déjà aboutir à quelque chose. Il y a la vie comme finitude, mais il y a aussi la vie comme l'infini, n'est-ce pas? Et aller vers l'infini, c'est comme par exemple, il y a 2 mois, est mort mon ami Boris Pape, qui a vécu jusqu'à l'âge de 108 ans, n'est-ce pas? Et lui, il a trouvé l'infini en regardant la mer, c'est-à-dire la mer où sur l'horizon, on ne voit que les navires qui vont au loin, encore plus loin, au-delà de l'horizon. Et je pense qu'il faut donner aussi aux aveugles et aux handicapés, surtout aux aveugles, l'idée de l'horizon, celle que j'ai expliquée à une femme qui était aveugle de naissance en Allemagne. C'est-à-dire que nous aussi, nous avons le droit de l'horizon, c'est-à-dire d'espérer un monde différent qui est derrière les horizons. Nous ne devons pas considérer l'horizon comme un point limite, mais comme début de quelque chose de nouveau. Et c'est ça que je voudrais communiquer par mon travail, n'est-ce pas? Derrière l'horizon, il y a aussi un monde, comme il y a un monde derrière le miroir, selon Alice et son belle histoire de miroir. Le miroir nous envoie l'image avant qu'il doit la réfléchir. Sans réfléchir, le miroir n'envoie pas d'image. C'est pour ça que, mettons qu'on célèbre 20 ans de
l'Institut des études critiques, nous devons saluer ce désir de réfléchir dans les miroirs nouveaux, n'est-ce pas, qui vont sûrement nous envoyer de belles réflexions et qui vont souvent réfléchir avant de nous envoyer l'image. Et ça, c'est le génie des miroirs et le génie aussi des gens qui sont capables de faire les dialogues inhabituels, les dialogues nouveaux, les dialogues aussi avec les miroirs aveugles. Muchísimas gracias, Eugen. Merci beaucoup, Evgen. Moi, je me souviens de votre intérêt dans cette figure associée au miroir en obsidienne, le reflet dans une pierre noire. Et c'est bien que vous ayez mentionné Boris Paros, c'est un écrivain de première ligne, une voix de la lutte contre le racisme et quelqu'un avec qui Evgen avait visité un camp d'extermination. Nous avons publié cette information de toutes les implications du camp d'extermination en touchant le four de crémation, en touchant la matérialité du camp. Tout cela implique une affectivité différente contre le regard. Donc, ceci est publié dans la presse au Mexique. Je pense que cela a été publié dans le journal La Jornada. Et bon, Monsieur Evgen, je ne veux que vous remercier de tout mon cœur. Nous vous remercions et nous fêtons la possibilité de vous avoir rencontré lors de ce dialogue. Nous espérons que vous allez pouvoir continuer avec cette tasse de thé avec deux géants dans le mois à venir. Nous allons vous annoncer cette rencontre à être organisée avec vous et Evelyn Glennie, qui vous deux partager la capacité de générer une machine à un avantage. Il n'y a pas de rapport ni avec la cécité, ni avec la surdité, mais avec la rationalité de tout ce qui est possible pour reprendre ce dont nous parlions, pour la réintroduction du sujet là où il n'existait pas auparavant. Donc, je vous invite à remercier Evgen pour vous remercier et pour que vous tous puissiez vous donner des paroles. Merci beaucoup. Gracias. Muchas gracias. Merci à vous. Gracias. Gracias.